Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Ce matin, nous allons évoquer un sujet délicat mais incontournable, celui de l'inceste. Un adulte français sur 10 en aurait été victime selon une récente enquête Ipsos. Comment prendre la parole ? Comment se reconstruire ? Quelles poursuites judiciaires ? On en parle avec nos invités juste après le générique. Il y a d'abord eu cette enquête Ipsos en novembre dernier réalisée sur un échantillon de 1033 adultes. Elle révélait qu'un Français sur 10 affirme avoir été victime d'inceste. Et puis il y a eu le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, dans lequel elle raconte que son frère jumeau a été victime d'inceste de la part de leur beau-père, Olivier Duhamel. Il y a enfin, depuis quelques jours, ce hashtag MeTooInceste sur les réseaux sociaux où les victimes prennent la parole. Cette vague de fond soulève de nombreuses questions autour du consentement, autour de la prescription, de la mémoire traumatique et de tout cela. Nous allons parler ce matin avec 4 invités. Julie Normand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 38 ans, vous êtes assistante de direction à Limoges et vous avez subi un inceste de l'âge de 4 ans à l'âge de 12 ans. Maëva Bigouri, bonjour. Bonjour. Vous avez 34 ans, vous êtes photographe à Brive. Vous aussi avez été victime d'inceste de l'âge de 6 ans à l'âge de 13 ans. Catherine Boisseau, bonjour. Vous êtes psychologue à l'association France Victimes 87 où vous dirigez notamment un groupe de parole sur les violences sexuelles depuis l'année dernière. Enfin, Olivier Guillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, mais aussi président de cette même association France Victimes. Merci à tous les 4 d'être avec nous ce matin. Alors, Maëva Bigouri, ça fait quasiment 1 an maintenant. Vous êtes montée sur la scène de l'Opéra de Limoges pour participer à une conférence TEDx. Ce sont des prises de parole en public qui permettent de diffuser des idées. Le thème, c'était l'invisible. On va tout de suite regarder un extrait de votre prestation. Ces actes rythment désormais sa vie, sous couvert par le silence. Juliette perd peu à peu sa joie de vivre et cohabite avec ce lourd secret. Elle perd ses repères, mais c'est malgré tout de garder la tête haute. Elle se sent de plus en plus invisible, mais elle se tait. Elle se tait pour ne pas faire de peine à ces 2 personnes qui lui sont si chères, ses parents. Juliette, c'est mon 2e prénom, et c'est mon histoire que je viens de vous raconter. J'ai fait le premier pas, il le fallait. Mais grâce à vous, qui m'écoutez, qui me regardez, qui êtes restés, grâce à vous, ce soir, je sors de cette invisibilité. Et à vous, les quelques invisibles qui pourriez être parmi nous ce soir, je vous le dis, c'est possible. Parlez, brisez le silence. Allez-y, vivez. Alors c'était il y a quasiment 1 an. Est-ce que cet appel, vous pensez qu'il a été entendu, vu tout ce qui se passe ces dernières semaines ? Oui, alors bien plus que ce que je ne l'imaginais, puisque derrière, de nombreuses victimes sont venues me voir. Bizarrement, c'est ce que je dis souvent, on met un peu la lumière sur ces 2 enfants par classe qui en sont victimes. Et 1 an après, je reçois encore des messages de gens qui me remercient d'avoir parlé, d'avoir lancé un petit peu ce mouvement et suivre derrière. Oui. Alors, durant cette prise de parole, vous expliquez avoir parlé avant, mais qu'il était plus simple de se taire. Est-ce que vous diriez que pour pouvoir parler, il faut pouvoir être entendu Exactement. Il faut pouvoir être entendu par les bonnes personnes. Parce que dans mon cas, quand j'ai parlé, je ne me sentais pas assez forte, donc j'avais besoin d'être soutenue. Et une des premières fois où j'ai parlé, je n'ai pas été écoutée. Donc finalement, on se renferme et on se dit c'est comme ça et on va rester dans ce silence finalement. Quand vous dites on ne m'a pas écouté, c'est qu'on ne m'a pas cru, on n'a pas voulu comprendre ce que je disais Alors, je pense que c'est ce choc en fait. C'est, comme je le dis dans mon intervention, il est tellement plus facile de se taire que d'affronter la réalité. Quand c'est un proche et des personnes dont on ne s'attend pas à de tels actes, on ne sait plus comment réagir. Alors, Julie Normand, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous aussi, vous avez subi un inceste. Qu'est-ce qui a déclenché, votre volonté d'en parler ? Moi, c'est pas moi qui en ai parlé. On en a parlé à ma place. Si moi, j'avais dû attendre, je pense que je ne l'aurais jamais fait. Et qui en a parlé à votre place ? Une cousine à moi. Donc, il avait subi les mêmes Sa faits ? sœur avait subi et en fait, elle en a parlé pour sa sœur.
Elle ne savait pas que derrière, d'autres avaient subi la même chose. Quelle a été votre réaction quand vous avez compris de quoi elle parlait ? Moi, j'étais délivrée, en fait. Je me suis dit, je me suis pas menti, ça s'est vraiment passé. Parce qu'au fond de moi, je savais pas si ça s'était passé, si je me l'étais inventé, imaginé. Et quand on m'a dit ça, je me suis dit, oui, ça y est, enfin. Enfin, je sais, c'est vrai, il s'est vraiment passé ça. Et on vous a cru tout de suite ? Est-ce que votre famille n'a pas remis en doute cette... Non, du tout. Ouais. Ils m'ont tout de suite cru. Et en plus, ils ont été voir mon agresseur, qui était mon grand-père, et qui lui-même leur a dit que c'était vrai. Le fait qu'ils reconnaissent les faits, c'était très important pour vous ? Non. De toute façon, ils étaient là. Donc même s'ils ne les avaient pas reconnus, ma famille m'aurait cru de toute façon, c'est sûr. Puis on était plusieurs, donc ça aide aussi. Alors, pour bien poser le débat, on va tout de suite rappeler ce qui définit un inceste. D'après le code pénal, les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux. On le voit lorsqu'ils sont commis par un ascendant, donc un parent, un grand-parent, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un conjoint, un concubin d'une des personnes déjà mentionnées. Catherine Boisseau, vous êtes psychologue au sein de l'association France Victimes. Quand cette étude Ipsos sort en novembre dernier, qui est une étude sur 1 millier de personnes, 1 millier d'adultes, qui dit avoir été victimes d'inceste, 1 sur 10, est-ce que ça vous surprend ce chiffre ou pas ? Non, pas forcément, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a à l'heure actuelle encore beaucoup d'adultes qui n'ont pas verbalisé avoir été victimes. On parle parfois d'un chiffre noir. Oui, un chiffre noir qui effectivement... Alors après, ça peut se traduire par des troubles corporels, des plaintes corporelles ou un mal-être, mais en remontant le fil, dans le cadre d'une psychothérapie, la personne arrive à comprendre qu'effectivement, le point d'origine, c'est peut-être ça. Oui, la spécialiste Muriel Salmona, elle parle de mémoire d'amnésie traumatique, en fait, c'est-à-dire qu'on occulte, c'est ça ? Oui, la personne, elle occulte ce qui s'est passé. C'est un mécanisme, parce que c'est tellement incompréhensible pour la personne victime. Ce qui se passe, c'est tellement abominable et incompréhensible. Ça crée un non-sens. Et ce non-sens, elle essaye de l'occulter le plus profondément possible. Et ça va se stocker dans une partie de son cerveau qui est la mémoire traumatique. Et ça va revenir par des moyens détournés des années, des mois après ou plusieurs années après, sous la forme d'actes manqués, de flashbacks, de reminiscences, de cauchemars. Oui, on dit que ça peut être une odeur, ça peut être le fait de devenir parent soi-même, par exemple. C'est des événements de ce type-là ? Oui, ouais. Ou un autre accident un accident de la vie, un accident de la route, une rupture. Voilà, tout peut à nouveau raviver cette mémoire traumatique et la personne déclenchera des symptômes à ce moment-là. Olivier Guillot, vous êtes avocat. Est-ce que ces affaires, est-ce qu'elles sont nombreuses dans les cabinets ces dernières années Alors, elles sont nombreuses, peut-être plus en campagne qu'en ville. Et pourtant, peut-être que le secret est encore plus fort en campagne qu'en ville. Alors, j'ai pas le sentiment qu'elles soient véritablement plus nombreuses sur le territoire. En tout cas, si elles existent, il est vrai que la loi du silence, elle est présente, très présente. Elle est toujours là. Et comment ça se traduit ? Personne ne dit rien. Et si on subodore ou si on suppose, on dit jamais. Je suis touché par votre témoignage, mais je me dis que il ne faut pas une scène de théâtre ou il ne faut pas un livre pour que les gens ordinaires qui sont victimes de ça puissent pouvoir en parler librement. C'est terrible d'en arriver là, c'est ça que vous voulez dire ? C'est ça ce que je veux dire. Et puis finalement, ça a dû demander une telle force pour vous, pour chacun, pour chaque victime, de le dire et de le verbaliser, mais moi, j'ai pas envie que ce soit uniquement le livre ou la pièce de théâtre qui permettent de parler librement. J'ai envie, par l'intermédiaire d'une parole libérée, que les victimes se disent aujourd'hui, je serai cru si je le dis. Voilà. Alors, on voit que c'est une vraie prise de conscience qui s'opère et qui est montée ces derniers jours jusqu'au sommet de l'État, puisqu'Emmanuel Macron s'est exprimé sur la question. On va l'écouter tout de suite. La honte, aujourd'hui, change de camp. Et à vous qui vous êtes libérés d'un fardeau que vous avez trop longtemps porté, à vous
qui allez le faire et parfois hésiter. Je veux juste vous dire, on est là, on vous écoute, on vous croit. Et vous ne serez plus jamais seul. Alors la honte change de camp, dit le président de la République. Ça, vous l'attendiez, cette déclaration-là, Maëva Bigouri ? Je l'espérais. Je l'attendais pas. C'est ma mère qui m'a appelée et qui m'a dit tu as entendu ce que M. Macron a dit ? Et effectivement, cette phrase, je pense que je la garderai parce que on parle du silence, mais pas le silence d'avouer les faits. C'est aussi ce silence parce qu'on a la pression derrière. En tout cas, moi, c'est le cas. On me rappelle sans cesse qu'il faudrait que je me taise, que c'est à la mode, que je profite de ça. Je pense qu'effectivement, c'est dommage d'en arriver là, comme vous dites. Et je me battrai encore plus, là, aujourd'hui, pour qu'effectivement, cette honte change de camp. C'est plus à nous, victimes, d'avoir honte, c'est à ceux qui protègent, c'est aux prédateurs, aux bourreaux et à ceux qui cachent. Parce que dans les familles, il y a aussi tous ceux qui sont autour, qui le savent et qui se voilent la face. C'est à eux d'avoir honte aujourd'hui. Julie Normand, quand vous voyez ce que dit le président, qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, ça m'inspire surtout que je pense qu'il faut faire quelque chose au sein des écoles parce que si on n'en parle pas, c'est parce qu'il n'y a certainement pas de communication et peut-être qu'on ne nous a pas appris, enfin moi pour ma part on ne m'avait pas appris qu'il était interdit de toucher à l'intimité, voilà. Les enfants, si déjà les parents sont agresseurs, ils ne peuvent pas en parler. Donc je pense que c'est vraiment à l'éducation de faire quelque chose. Je ne sais pas, il peut y avoir des intervenants qui leur expliquent avec des mots simples et faciles pour leur âge. Mais pour moi, il faut vraiment que les enfants n'aient plus peur de parler. Et Catherine Boisseau, il y a eu un progrès dans les écoles ces dernières années ? Oui, il y a des associations, je pense à l'association anciennement Enfants c'est majuscule, qui s'appelle Oser le dire, qui fait des interventions dans les écoles maternelles et écoles élémentaires avec des outils très adaptés aux jeunes enfants pour justement libérer la parole. Et très souvent, lors de leurs interventions, il y a des enfants qui viennent les voir à la fin de la séance pour dire je connais quelqu'un... Ouais. Et alors, on a envie de savoir ce qui se passe après ce moment-là. Qu'est-ce qui est possible ? L'enfant parle, il ose parler, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Alors après, ce qui se passe, c'est que donc les professionnels autour, il y a aussi l'enseignant qui est présent dans la classe avec l'intervenant. Suivant quelle est la personne que l'enfant nomme, il peut y avoir un signalement très très rapide au procureur de la République qui va tout de suite mettre en œuvre, diligenter une enquête et mettre en place des choses. Si ce n'est pas quelqu'un de très proche de l'entourage de l'enfant et qu'il n'y a pas ce danger imminent, un parent de l'enfant peut être contacté par l'enseignant et l'enseignant incite le parent à entreprendre des démarches. Maëva, vous êtes maman d'une petite fille. Vous lui avez parlé justement de ça, évidemment, je suppose ? Oui, alors moi, ça fait partie de mes deux combats, c'est la prévention et la reconstruction. Et c'est aussi ce que j'ai voulu faire passer à travers le TEDx donc l'année dernière, c'est qu'en fait, j'aborde le sujet à aucun moment je parle de viol, d'inceste. Donc c'était d'ailleurs, au début, vous parlez à la troisième personne parce que vous dites que vous ne voulez pas mettre mal à l'aise les gens. Les gens, exactement. Puisque aujourd'hui, c'est au-delà du tabou de l'inceste, c'est le tabou du silence, je pense. Et effectivement, j'ai appris à ma fille des choses simples, en fait. Et c'est pour ça, quand on parle d'intervention dans les écoles, tout de suite, ça peut faire peur parce que, tiens, on va aborder le sujet, on n'a pas envie de parler de ça aux enfants. Mais non, en fait, juste leur expliquer que leur corps leur appartient, qu'ils ont le droit de dire non. Et que quelqu'un ne peut pas de force venir les toucher. C'est des petites choses très simples qui peuvent changer une vie entière. Alors on parlait tout à l'heure d'amnésie traumatique et du fait que ça peut prendre beaucoup de temps avant de se rappeler. Ça nous amène forcément au sujet de la prescription. Olivier Guillot, je vais me tourner vers l'avocat que vous êtes. Il y a eu du changement sur cette question ces dernières années. Il y a eu un allongement de cette durée. Oui, il y a eu un allongement.
dans un souci de protéger davantage et de permettre à la parole finalement et à la plainte de pouvoir prospérer pendant une période plus longue. C'est très compliqué parce qu'à chaque fois qu'il y a une loi nouvelle, elle augmente la possibilité pour les victimes de déposer une plainte, mais comme du même coup elle est plus restrictive des libertés, elle ne peut s'appliquer que pour l'avenir et pas pour le passé. Elle n'est pas rétroactive. Elle ne peut pas être rétroactive. Ne sont rétroactives en droit pénal que les lois pénales plus douces, c'est ce qu'on appelle le principe de la non-rétroactivité in missus. Enfin, pour faire simple, c'est que peu à peu, et c'est ce qui rend complexe la matière, c'est qu'à chaque fois qu'on voit arriver un nouveau dossier, on doit se poser la question de savoir à quel moment les faits ont été commis, pour savoir quelle est la loi applicable, quelle est la date de naissance de la victime, pour savoir s'il a pu y avoir un acte interruptif de la prescription qui refait courir un nouveau délai. Bref, c'est très complexe. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est passé de 20 à 30 ans après la majorité de la victime, c'est ça ? Exactement. Pour faire simple, aujourd'hui, le délai de prescription, il est de 30 ans, non pas à compter du moment où les faits sont commis, mais à compter du moment où la victime devient majeure. Donc jusqu'à ce qu'elle ait 48 ans, en fait. C'est ça. Jusqu'à ses 48 ans, une victime aujourd'hui d'un fait grave d'inceste peut déposer une plainte. Il y a un débat sur le fait de rendre imprescriptibles ces faits-là. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est souhaitable ? Alors, c'est possible. Tout est possible. Si ça concerne uniquement les crimes contre l'humanité actuellement dans le droit français. Sur le plan symbolique, c'est vrai que ça interroge, parce qu'aujourd'hui, la notion d'imprescriptibilité est réservée aux crimes contre l'humanité, et se poserait la question de savoir si on doit l'appliquer à d'autres cas. Après, sur le plan personnel, aussi bien la fédération à laquelle j'appartiens qu'en tant qu'avocat, moi je m'interroge. J'ai le sentiment que ça pourrait être presque contre-productif pour la victime. Parce que 30 ans plus tard, déjà, quand on parle de faits qui ont été commis lorsqu'on était mineur et qu'on dépose plainte quand on a 48 ans, vous imaginez l'âge des témoins, vous imaginez l'état des preuves, voire vous imaginez l'état peut-être de santé de votre agresseur. Et parfois, on se retrouve avec des difficultés terribles et un procès qui va se terminer qui va même pas pouvoir aller à son terme parce qu'on n'aura pas de preuves, plus de témoins. Et le remède sera pire que le mal parce que finalement, là où on a allongé le temps pour qu'une réponse judiciaire soit donnée, la réponse, elle n'interviendra pas. Catherine Boisseau, votre regard de psychologue sur cette question-là, est-ce que ce serait souhaitable ? Alors, pour moi, j'ai envie de dire que ce qui est important, c'est qu'il y ait un débat. Que la victime puisse enclencher une démarche de dépôt de plainte ou d'écrire au procureur, même si les faits sont prescrits. Ça la libère. Ça apporte un certain soulagement. Ensuite, au jour d'aujourd'hui, le droit français a mis en place d'autres mesures, les mesures de justice restaurative, qui permettent de retravailler de manière complémentaire à la justice pénale ou en dehors de toute justice pénale des faits subis par les victimes. Nous avons mis en place sur la Haute-Vienne, en collaboration avec le SPIP et l'unité Foucault d'Esquirol, il y a quelques années de ça, des rencontres condamnées victimes de violences sexuelles. Alors pas la victime directe et l'auteur direct, mais de faire rencontrer un groupe d'auteurs et un groupe de personnes victimes de violences sexuelles pendant 6 rencontres. Ce groupe s'est vu et ça a apporté pour les victimes, j'ai co-animé ce groupe, ça a apporté pour les victimes, ce qu'elles nous en ont dit, c'était une reconnaissance. Oui. Une reconnaissance sociale de leur statut de victime à l'intérieur de ce groupe, puis d'avoir compris aussi à travers les échanges avec les personnes condamnées, d'avoir compris le pourquoi de ce qui leur était arrivé, le pourquoi des actes commis, quels étaient les processus qui avaient pu animer peut-être leur auteur à ce moment-là. Alors justement, vous évoquez la question des auteurs, puisque si on veut lutter contre ce phénomène qui est massif, il faut s'occuper des victimes, il faut s'occuper des auteurs aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire en la matière ? Comment faire de la prévention, par exemple, avec des auteurs qui se disent attirés par des enfants, par exemple ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, je suis pas du tout spécialiste en la matière. Je sais qu'il y a une unité spéciale au sein du CHS Esquirol qui accompagne ces personnes, une équipe pluridisciplinaire de psychiatres, psychologues, infirmiers. Ils ont aussi des travaux de groupe, de parole. Voilà. Mais je crois aussi l'important, c'est aussi la reconnaissance des faits par l'auteur. Ça me semble très très important, qui sera le déclenchement d'une démarche de soins. Vraiment l'élément important pour adhérer à une démarche de soins. Julie Normand, en préparant cette émission, vous m'expliquiez que votre agresseur, qui était votre grand-père qui est décédé aujourd'hui, il avait encore une emprise sur vous, même aujourd'hui. Oui, je ne sais pas comment je vais réussir à m'en sortir de cette emprise, mais oui, je fais partie du groupe de parole de Madame Boisseau et on en parle souvent en groupe de parole. Et j'ai remarqué que toutes les personnes agressées avaient encore l'emprise de leur agresseur. Moi, c'est une emprise intellectuelle un petit peu qui touche du coup mon fils sur sa scolarité, mais je dois m'en sortir toute seule en fait. Je n'ai pas, à part le groupe de parole, je n'ai pas d'aide, il faut que je m'en sorte toute seule. Oui, puis il n'y a pas pu y avoir de poursuite en l'occurrence puisqu'il est décédé. Non. Est-ce que c'est un regret que vous avez, ça ? Non. Maëva Bigouri, vous avez envisagé un moment de poursuivre en justice ? Alors, suite à mes interventions, où je n'ai jamais cité la personne, certains se sont sentis visés, on va dire, étrangement. Donc, ça a lancé une procédure. Moi, c'est vrai que je m'étais dit que je ne voulais pas passer toute cette énergie. J'avais peur, en fait, de cette procédure, de ces questions. J'étais devenue quelqu'un de très solitaire, donc je m'étais beaucoup renfermée, isolée avec moi-même pour dire il faut que tu trouves comment t'en sortir. Alors, moi, j'ai pas de regrets puisque il y a un peu plus de 2 ans, j'ai été voir cette personne et je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Pour moi, voilà. Ça vous a libéré ? Oui, effectivement, ça libère sur le fait on brise ce silence qu'on nous a inculqué depuis si jeune. Mais je comprends que c'est dur de se dire on va parler et puis on va faire face à toutes ces questions, puisqu'aujourd'hui on en parle et on sait que voilà, cette fameuse question, est-ce que tu as dit non ? Est-ce que tu t'es débattu ? Moi, je l'ai entendu à la gendarmerie, j'ai eu 4h30 d'entretien, on m'a posé cette question. Alors, ça pose la question du consentement et ça pose la question de l'âge aussi. Alors, il nous reste peu de temps pour... Mais j'aimerais vous entendre, Olivier Guillot, sur cette question, puisqu'il y a un débat aujourd'hui sur l'âge du consentement en France. Alors, il est de quel âge aujourd'hui ? Est-ce qu'il existe cet âge de consentement et qu'est-ce qui pourrait être décidé en la matière ? Alors, la majorité sexuelle est de 15 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aucun adulte ne peut avoir un rapport sexuel avec un mineur de moins de 15 ans. C'est un délit. Et ça peut être un crime s'il n'y avait pas de consentement. Le projet de loi qui a été adopté, je crois, par le Sénat, oui, en première lecture, en première lecture, il n'y a pas encore de passage devant l'Assemblée nationale, conduirait en fait à créer une présomption irréfragable d'absence de consentement à partir d'un certain âge, 13 ans. Avant 13 ans, on ne peut consentir, c'est ça ? C'est ça. Alors, c'est à la fois sans doute un progrès, mais est-ce que c'est un progrès qui, véritablement, pratiquement, va régler toutes les difficultés ? Ça restera interdit. Mais ça ne réglera pas les cas frontières dans lesquels parfois on se trouve confronté, parents que nous sommes, juristes que nous sommes, avec un garçon de... Des cas qui ne sont pas des incestes en l'occurrence. Qui ne sont pas des incestes, on ne parle pas des cas d'inceste, où un garçon de 14 ans ou de 15 ou de 16 qui aura un rapport sexuel consenti avec une jeune fille qu'il aura rencontrée en soirée, qui aura été follement amoureuse d'elle, avec laquelle il aura un rapport sexuel... est-ce que c'est un viol et est-ce qu'on doit renvoyer ce garçon de 15 ans devant la cour d'assises spéciale des mineurs ? Oui. Est-ce que la question c'est, est-ce qu'il ne faut pas un crime d'inceste en soi et que ça ne soit plus une circonstance aggravante d'un crime sexuel en général ? C'est possible. Tout dépend de la société qu'on souhaite. C'est possible. Ouais. Mais c'est une réponse politique d'abord. Et c'est souvent complexe parce que ça met en jeu tellement de choses.
pas seulement le droit des victimes à pouvoir être entendues et à dire, mais aussi les principes généraux du droit, le droit à un procès équitable. C'est complexe. Ouais. Une dernière question pour vous, Catherine Boisseau. Vous avez donc ce groupe de parole depuis 1 an maintenant. Est-ce que vous constatez qu'il y a plus de demandes, c'est-à-dire plus de personnes qui ont envie de parler de ça ? Oui, on a plus d'appels et de demandes pour participer. C'est un groupe qui est fermé avec 2 moments d'ouverture en janvier et en septembre. Voilà, si jamais on avait trop de demandes, on va le limiter à 10 participants. On ouvrirait un 2e groupe. Julie Normand, pour vous, ça a été important, ces moments, ce groupe-là, ça a pris une grande place dans votre vie ? Oui, c'est 1 fois par mois. Et puis moi, c'est attendu, je suis très contente de le faire. On rencontre des personnes au top. Même quand elles s'en vont, on garde contact. Et c'est un échange qui est vraiment très important pour moi, ouais. Et pour les autres, je crois aussi. Et ça vous permet d'aller mieux ? Oui. Merci beaucoup. Avant de refermer cette émission, j'aimerais rappeler 2 numéros de téléphone qui pourraient être utiles à ceux qui nous regardent. Ils sont anonymes et gratuits. Celui d'Allo Enfance en danger, le 119, et puis celui de l'association Enfance et Partage, 0800 05 1234. Vous les voyez s'afficher sur votre écran. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre site internet. N'hésitez pas à la partager. Je me permets aussi de vous conseiller un podcast remarquable de Charlotte Pudlowski qui s'appelle « Ou peut-être une nuit » qui est disponible sur Louis Média depuis septembre 2020. Dans quelques minutes, Dimanche en politique continue à Paris. Francis Letellier reçoit ce matin Ségolène Royal. Nous, on se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui sera consacrée aux dégâts psychologiques causés par la pandémie, isolement, addiction, anxiété. Allons-nous vers une 3e vague de dépression ? On en parlera avec nos invités. Rendez-vous dimanche prochain à 11h30 sur France 3 Limousin. D'ici là, prenez soin de vous.